Il y a des films qui vous trottent dans la tête comme le tic-tac d'une horloge qu'on ne parvient pas à oublier. C'était le cas la dernière fois, quand on s'est faufilé dans les couloirs glacés de la grande horloge, un engrenage parfait, huilé par la paranoïa, où chaque seconde vous rapprochait d'un mauvais pas. On a refermé la porte de cet épisode avec la sensation qu'une mécanique invisible continuait d'agiter les ombres derrière nous. Et tu sais quoi? On n'avait pas tort, parce que ce soir, on ne sort pas vraiment de cette histoire de temps qui file et de destin qui se resserre comme une corde. On se contente de glisser à quelques pas de là dans un autre recoin de l'Amérique d'après-guerre, où les nuits sont moites, les consciences friables et les rêves un peu trop lourds pour des poches ordinaires. Le film que je t'embarque visiter s'appelle Too Late for Tears, la tigresse pour ceux qui aiment les titres en français qui mordent fort. On est en 1949. Les grandes horloges du pouvoir hollywoodien sont en train de se dérégler après le décret Paramount. Les studios perdent leurs salles comme on perd un empire et les producteurs indépendants sortent du bois avec des ambitions aussi tranchantes qu'un rasoir de barbier. C'est le moment où les films noirs deviennent plus nerveux, plus désespérés, plus proches des trottoirs que des plateaux. Et au milieu de ce capharnaüm, un homme du nom de Hunt Stromberg tente une dernière cartouche. Une production légère, un réalisateur solide, quelques acteurs qu'on emprunte ici et là, et surtout un scénario taillé dans l'acier trempé par un certain Roy Huggins. Le genre de type capable d'écrire une histoire où les âmes s'effritent plus vite que du charbon sec. Une histoire où le mal n'a pas besoin d'être maquillé, parce qu'il a un visage tout simple, celui de la frustration, de l'envie de la vie qu'on n'a pas et qu'on voudrait. Bref, celui de l'argent. Et puis il y a elle, Jane Palmer, la femme fatale que même les autres femmes fatales évitent de croiser dans un couloir, une blonde glaciale, jouée par Elizabeth Scott, l'actrice qui n'avait pas besoin de lever la voix pour qu'on comprenne qu'on ferait mieux de filer droit. Elle a ce genre de regard qui vous traverse comme un hameçon traverse un poisson. On la voit dans la pénombre d'une route une nuit d'été coincée dans une décapotable, en train de discuter sec avec un mari trop honnête pour son propre bien, jusqu'à ce que le destin, ou un mauvais deal, ou peut-être les deux leur tombent littéralement sur les genoux, sous la forme d'une valise trop lourde et trop pleine pour appartenir à quelqu'un d'innocent. C'est comme ça que ça commence. Une route, une dispute, une valise, un choix et un basculement moral dont personne ne reviendra indemne. Dans la grande horloge, on se battait contre une machine qui broie les hommes. Dans la tigresse, on découvre une femme qui broie elle-même tout ce qui l'entoure, avec une froideur qui ferait passer Phyllis Dietrichson pour une romantique contrariée. Ici, pas de triangle amoureux, pas de passion dévorante, pas de mari complice. Juste une femme qui voit dans 60 000 $ une chance de refaire le monde à son image. Et tant pis pour ceux qui se trouvent sur la trajectoire. Alors prends place, allume la lampe de bureau, verse-toi un verre du Bourbon si tu veux coller à l'ambiance. Parce que ce soir, dans Bobard sur Bobine, on plonge dans un film oublié, restauré, ressuscité. Un film qui raconte ce que deviennent les rêves américains quand ils se cognent contre la réalité. Et crois-moi, ça ne fait pas que du bruit, ça laisse des traces. Bienvenue dans Too Late for Tears, un film noir où les ombres ne sont pas seulement dans les rues, elles sont dans les gens. Film noir où les ombres ne sont pas seulement dans les rues, elles sont dans les gens. En 1949, Hollywood avance comme un boxeur sonné qui refuse de tomber, le genre d'année où les certitudes craquent, où les studios sentent qu'ils ne tiennent plus le public avec la même poigne, et où les films noirs se mettent à ressembler davantage à ce qu'ils ont toujours été, des fuites en avant. Quelques mois plus tôt, dans La Grande Horloge, on explorait un monde où la puissance médiatique écrasait tout sur son passage. Ici, dans Too Late for Tears, c'est une autre forme de pouvoir qui vacille, celui de l'industrie du cinéma elle-même. Et cette fissure, tu vois, elle explique beaucoup de choses sur la sortie du film. Parce qu'en 1949,
Hollywood vient de se prendre un verdict en pleine mâchoire, le décret Paramount. Une décision historique qui ordonne aux grands studios de se séparer de leurs salles de cinéma. Passer à la comptabilité, c'est comme si on demandait à un boucher de vendre la viande, mais d'oublier la boutique. Plus d'intégration verticale, plus de monopole tranquille. Le résultat ? Du chaos, devrais-je dire. Un terrain de chasse ouvert. Les gros ralentissent, les indépendants s'engouffrent. Et au milieu, une nouvelle économie se met en place, le package deal, où chaque film doit être monté pièce par pièce, acteur par acteur, technicien par technicien. Fini les écuries de stars sous contrat, fini les budgets énormes assurés par les studios mères. Désormais, tout devient négociation, prêt de talent, arrangement entre producteurs. C'est exactement dans cet interstice que surgit Hans Stromberg, un vétéran de la MGM, mais désormais seul maître à bord d'une petite barque nommée Hans Stromberg Productions. Une barque qui tangue sévèrement parce que le bonhomme a quitté les grands plateaux pour jouer dans la cour dangereuse de l'indépendance. Et c'est là qu'arrive Too Late for Tears. Une petite production montée à la main quasiment artisanalement. Un scénario déjà existant. Acheté à un autre indépendant, un réalisateur prêté par Hal Wallis, des acteurs empruntés de la même manière, un budget serré comme une ceinture d'ouvrier, un tournage mobile parfois réduit à une équipe plus mince qu'une escouade de manutentionnaires. On est loin du glamour américain. On est dans la débrouille, l'intelligence du terrain, la petite troupe qui tourne avec un ciné-mobile comme seule maison, les plateaux construits le matin, démontés le soir, les répliques revues pendant les trajets, les scènes réglées à la seconde, parce qu'il n'y a pas de marge. Et pourtant, c'est aussi ça le film noir de 1949, une énergie brute, une lucidité sale, une manière de regarder l'Amérique sans maquillage. Ce n'est pas un hasard si cette année-là sortent aussi Criss Cross Border Incident, The Reckless Moment ou encore The Setup. Tous parlent de l'échec du mensonge de la machine sociale qui essore les petites gens. Mais Too Late for Tears se distingue, pas seulement par sa femme fatale la plus glaçante de l'époque, mais par ce qu'elle raconte du rêve américain à bout de souffle. En 1949, les États-Unis nagent dans la prospérité d'après-guerre. Les pavillons sortent de terre, les banlieues poussent, les salaires montent. Pourtant, la frustration gronde. Les classes moyennes se découvrent, pauvres en col blanc, piégées entre l'apparence et la réalité, entre le confort rêvé et la vie qu'elles n'auront jamais. Et Too Late for Tears arrive pile dans ce moment-là pour enfoncer le clou. Le vernis social craque, le désir de richesse se transforme en poison, et l'argent devient moins une solution qu'un révélateur. Tout ce qui est laid dans les gens remonte à la surface. Mais voilà, le film sort dans un marché saturé et en pleine transition. Peu de publicité, peu de copies, peu d'accès aux salles, parce qu'un indépendant n'a jamais la puissance de feu d'un studio. Résultat, Too Late for Tears passe presque inaperçu. Un échec commercial qui aggrave la chute de la société de Stromberg, déjà au bord du gouffre. Ironie tragique, le film qui parle de l'argent qui corrompt, finit victime d'un système économique qui l'écrase. Et pourtant, dans l'ombre, quelque chose reste, un frisson, un malaise, une intensité presque toxique. Il faudra près de 65 ans, un archivage international, un négatif français retrouvé par miracle, et une restauration titanesque de l'UCLA pour que le film réapparaisse sous sa véritable lumière. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, on est en 1949, un monde en train de se réinventer, un cinéma qui perd ses chaînes et parfois son souffle. Et au milieu de tout ça, une femme, une valise pleine d'argent et un choix qui va mettre le feu à tout ce qu'elle touche. Il y a des histoires qui commencent par un regard, d'autres par une gifle. Too Late for Tears commence par une erreur. Une de ces erreurs qui vous tombe dessus comme un coffre-fort lâché du 5e étage, sans prévenir, sans explication, sans échappatoire. Imagine une route la nuit, les collines de Los Angeles étouffées par une chaleur sèche. Une décapotable glisse dans l'obscurité,
habité par un couple qui se dispute déjà comme si le destin avait mis un chronomètre sur leur malheur. Jane Palmer veut autre chose. Pas quelqu'un d'autre, non quelque chose. Une vie plus brillante, plus confortable, moins faite de compromis. Alan, lui, essaie juste de garder le cap pauvre type honnête, qui croit encore que la morale et le monde marchent dans le même sens, puis la voiture, les phares surgissent. Un geste brusque, et une valise atterrit sur la banquette arrière comme un intrus venu annoncer la fin de l'innocence. À l'intérieur, 60 000 $. De quoi refaire une vie ou la détruire. Alan pense police. Jane pense providence. Tout est là. Le film n'a même pas encore vraiment commencé que le fossé moral entre les deux s'est déjà ouvert comme une gueule de loup sous leur voiture. À partir de cet instant, tout devient glissant, les regards, les silences, les décisions. Jane serre cette valise comme si elle touchait enfin au monde qu'elle n'avait jamais pu atteindre. Alan, lui, la regarde comme une bombe à retardement. Et comme si ce n'était pas assez, un troisième joueur entre dans la danse, un certain Danny Fuller. Une petite frappe nerveuse, le genre de bonhomme qui sent le tabac froid, les combines douteuses et la sueur de ceux qui vivent au bord de la faute professionnelle permanente. Fuller veut récupérer l'argent. Il n'a pas l'air de rigoler, sauf que, très vite, il comprend une chose. La vraie menace dans cette histoire, ce n'est pas lui. À partir de là, c'est une valse à 3 temps. Jane, qui n'a jamais été aussi vivante qu'au contact du danger. Alan, qui voit ses valeurs se fissurer sous le poids de l'inquiétude. Fuller, qui apprend à ses dépens qu'on peut être un loup et tomber sur un tigre. Le décor se resserre autour d'eux. Les appartements étouffants, les rues de nuit, les bars où l'on boit pour oublier ce qu'on vient de faire, les gares où l'argent change de main dans des casiers métalliques. Tout est codé, tout résonne comme un piège qui se referme lentement. Et le plus terrible dans tout ça, personne n'a encore tiré un coup de feu, et pourtant on sait déjà que le sang est sur le chemin. Too Late for Tears n'est pas un film sur un braquage. C'est un film sur ce que l'argent fait aux gens, sur la manière dont un hasard provoque un séisme intérieur, sur la découverte que la personne la plus dangereuse dans une pièce n'est pas toujours celle qui crie le plus fort, pas besoin d'en dire plus. Le reste, tu le découvriras avec les ombres. Et crois-moi, elles ne vont pas te lâcher. L'histoire de Too Late for Tears à première vue semble tenir dans la paume d'une main. Une valise, un couple, un intrus et la descente aux enfers qui va avec. Sauf que ce serait passé à côté de ce que Roy Huggins a mis dans le moteur. Cette intrigue, c'est une autopsie de l'âme humaine. Pas le genre de dissection propre et scientifique. Non, plutôt une exploration brutale, au scalpel rouillé, dans un sous-sol mal éclairé. Le premier coup de génie, c'est l'accident initial. Une valise pleine d'argent jetée dans une voiture par erreur. Un événement absurde, presque comique, digne d'une mauvaise série policière, sauf que le film s'en empare comme d'un révélateur. Ce MacGuffin ne sert pas à lancer une chasse au trésor, mais à arracher les masques. On découvre Jane et Alan non pas comme un couple, mais comme deux mondes qui se frôlaient sans jamais se comprendre. Lui voit la valise comme un avertissement. Elle la voit comme une porte dérobée vers une vie rêvée. À partir de là, l'histoire devient ce qu'elle devait être, la chronique d'un déséquilibre, puis d'une implosion. Ce qui rend la narration si efficace, c'est son refus de s'éparpiller. Huggins n'écrit pas un film choral. Il enferme tout dans une structure triangulaire simple et mortelle. Jane, Alan, Fuller. 3 personnages, 3 trajectoires, 3 visions opposées du monde. Alan, l'homme honnête qui ne comprend pas que son système moral est déjà obsolète. Fuller, la petite frappe persuadée d'être le prédateur, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il n'est que le premier maillon d'une longue chaîne de victimes. Jane, enfin, qui n'est pas une femme fatale classique mais une prédatrice absolue, dénuée de passion, mue par une logique économique froide. Et c'est là que l'histoire surprend. Dans les films noirs traditionnels, la femme fatale manipule, séduit, délègue. Ici,
Jane fait mieux ou pire, elle agit, elle ment, elle feint, elle calcule, elle élimine. Elle ne se contente pas de pousser les hommes au crime, elle le commet elle-même. Cela donne au récit une noirceur presque clinique, comme si l'on assistait à une démonstration théorique de ce que la cupidité peut produire lorsqu'elle trouve un esprit parfaitement adapté à son poison. L'autre force du récit tient dans son rythme. Pas un seul temps mort. Les scènes s'emboîtent comme des engrenages mal graissés qui grincent à chaque mouvement. La tension monte par paliers. On ne cherche pas qui a fait quoi, on se demande jusqu'où elle ira. Et chaque étape franchie pousse plus loin l'hypothèse que peut-être il n'y a pas de fond à ce gouffre-là. Les thèmes ne sont jamais martelés. Ils se glissent dans les dialogues, dans les regards, dans les décors. L'histoire nous parle de frustration sociale, de l'illusion du rêve américain du vernis de respectabilité qui éclate au moindre choc. Elle parle aussi de la solitude dans le couple, de la violence économique, du capitalisme domestique où l'argent devient juge, jury et bourreau. À la fin, ce qu'on retient, ce n'est pas seulement ce que les personnages font, c'est ce que l'argent fait d'eux. Too Late for Tears n'est pas l'histoire d'un crime, c'est l'histoire d'un réveil brutal, celui d'une société qui découvre que la moralité c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se payer. Dans Too Late for Tears, les acteurs ne jouent pas des rôles, ils jouent des pulsions. C'est ce qui donne au film sa tension particulière, ce mélange de fièvre, de danger et de fatalité qui transpire à chaque plan. Et au cœur de cette tempête, il y a elle, Elizabeth Scott, une comète glacée qui illumine l'écran autant qu'elle le menace. Scott, c'est une présence qui n'a pas besoin d'exploser. Sa voix grave, presque feutrée, est un instrument de manipulation. Elle ne hurle jamais. Elle suggère, elle force le silence, elle hypnotise. Dans ce film, elle abandonne totalement le schéma de la femme fatale glamour qui séduit par le mystère ou le désir. Son personnage, Jane Palmer, ne séduit pas. Elle vise, elle évalue, elle agit. Sa froideur n'a rien d'un numéro de charme. C'est une stratégie de survie, une adaptation darwinienne à un environnement où l'argent est la seule boussole morale qui compte. Et Scott est tellement crédible dans cette peau-là qu'on se surprend à ressentir quelque chose de plus fort qu'une simple fascination, une forme de malaise. Elle ne joue pas une criminelle, elle joue une femme qui n'a plus besoin d'excuses pour l'être. Les sourires forcés, les regards qui s'éteignent soudain, la façon dont sa voix se durcit quand elle se sait seule. Tout son jeu repose sur ces microsecondes où la façade s'effrite et où l'on aperçoit le mécanisme interne. Une logique de prédatrice pure et sans phare. En face d'elle, Dan Duryea livre peut-être l'une des plus belles performances de sa carrière. Duryea, habitué au rôle de lâche souriant et de crapule malsaine, déploie ici toute la palette de son art. Son Danny Fuller est un serpent venimeux, mais un serpent qui finit par se rendre compte qu'il s'est glissé dans la cage d'un tigre. Le plus beau dans sa prestation, c'est le moment où il bascule de l'arrogance à la panique. Une prise de conscience presque animale que Jane est plus dangereuse que lui, plus intelligente, plus froide. Sa nervosité, ses manières faussement assurées, sa voix qui tremble légèrement quand la situation lui échappe. Duryea transforme la brute en victime sans jamais trahir le personnage. C'est brillant et terriblement humain. Arthur Kennedy, dans le rôle d'Alan Palmer, joue l'homme honnête. Mais attention, il ne joue pas la vertu béate. Son personnage a ses contradictions, ses blessures, ses aveuglements. Kennedy fait exister ce mari comme un homme fatigué, souvent dépassé, parfois amer, un homme qui comprend l'horreur trop tard. Face à Jane, il n'est pas un contrepoids. Il est une preuve vivante de l'écart infranchissable entre leurs visions du monde. Son jeu renforce l'idée que certaines unions ne sont pas des couples, mais des collisions. Quant à Don DeFore, il apporte la verticalité morale, la décence, le passé qui revient. Son personnage, Don Blake, a quelque chose de justicier fatigué, du type qui a trop vu et qui s'accroche à ce qu'il peut pour empêcher le monde de glisser complètement.
Sa retenue donne une profondeur inattendue au film, comme un rappel que même dans le noir le plus épais, quelqu'un essaie encore de tenir la lampe. Au final, aucune performance n'est en trop. Chacun joue une pièce essentielle du puzzle moral, Scott, le gouffre, Duryea, le loup dévoré. Kennedy, la conscience sacrifiée. DeFore, la justice tardive. Et tous ensemble, ils donnent à Too Late for Tears ce goût unique, amer, tranchant, parfaitement irrécupérable. Si Too Late for Tears fonctionne aussi bien, c'est parce que Byron Haskin filme cette histoire comme un mécanicien qui démonte un moteur en marche, sans gestes inutiles, sans esbrouf, mais avec une précision presque chirurgicale. Il ne cherche jamais la mise en scène brillante, et c'est justement cette absence de coquetterie qui donne au film son efficacité tranchante. Haskin vient du monde des effets spéciaux, un métier où l'on apprend à booster l'illusion sans se faire remarquer. Ici, il applique la même philosophie, tout est fait pour servir l'histoire, rien pour se montrer. Pas de mouvement baroque, pas de plan qui se regarde dans le miroir, juste la tension brute, le récit qui avance comme un fil, qu'on tire centimètre par centimètre jusqu'à ce qu'il casse. L'une de ses plus belles trouvailles visuelles, c'est son utilisation des décors réels de Los Angeles, pas les clichés des cartes postales de studio, les vraies rues, les appartements modestes, les bars anonymes, les gares où les voyageurs anonymes disparaissent dans la foule. Le film respire la ville, pas celle des riches, mais celle des petites vies en marge. La gare de Union Station, filmée comme un sanctuaire de verre et de métal où le destin dépose ses indices, devient un lieu pivot du récit, le lac de Westlake Park. Avec ses eaux noires et son calme trompeur, sert d'écrin à certaines des actions les plus sinistres du film. Et puis, il y a la lumière, ou plutôt, la manière dont la lumière s'efface. William Mellor, futur double oscarisé, éclaire le film comme on interroge un suspect, en pleine figure, sans préavis, sans laisser d'ombre ou se cacher. Il sculpte Elizabeth Scott dans une clarté dure qui fait briller ses cheveux et ses bijoux comme des armes, tandis qu'il laisse les autres personnages glisser dans des halos plus ternes. Ce contraste volontaire crée un effet presque surnaturel. Jane brille littéralement dans le noir, comme si son ambition rayonnait plus fort que le monde autour d'elle. Quand elle est seule, la lumière se resserre et devient plus froide. Quand elle manipule, elle semble presque baignée d'une aura quand elle ment. Mellor baisse légèrement les ombres, comme pour masquer la vérité elle-même. À l'opposé, les scènes où Fuller pense être en position de force sont volontairement éclairées de façon plate, une manière subtile de montrer que malgré ses airs de prédateur, il ne contrôle rien. Le scénario de Roy Huggins, quant à lui, est un modèle de densité. Les dialogues sont courts, secs, durs, pas un mot de trop. On sent la plume du romancier qui sait que chaque phrase doit servir le récit ou le personnage. Il a écrit son intrigue comme un engrenage moral. Chaque choix fait tourner une roue qui entraîne une autre, qui en entraîne une autre jusqu'à la catastrophe. Ce n'est pas un film où l'on découvre une vérité. C'est un film où l'on assiste à la décomposition progressive des mensonges. La musique de Airedale Butts reste discrète, toujours à distance, comme une respiration qu'on entendrait derrière la porte. Pas de grandes envolées. Le score joue un rôle de soutènement, pas de décoration. Au final, la mise en scène de Too Late for Tears n'a rien d'esbroufeur. Elle est méthodique, concentrée, impitoyable. C'est un cinéma qui avance droit sans détour, comme un fleuve noir dont on ne sait jamais ce qu'il transporte, mais dont on devine que rien ne remontera vivant à la surface. On ne regarde jamais un film noir tout seul. Chaque œuvre porte dans ses poches les traces de celles qui l'ont précédée et laisse des miettes sur le chemin pour celles qui viendront ensuite. Too Late for Tears n'échappe pas à la règle, et pourtant, il marche sur un fil à part. Il ressemble à ses voisins, mais de loin. Il respire l'époque, mais avec un parfum plus toxique, à commencer par son année de naissance, 1949.
Une cuvée qui sent la sueur, la paranoïa, la frustration sociale et l'angoisse d'un rêve américain qui coûte de plus en plus cher. Cette année-là, on trouve quelques monstres sacrés du genre, Criss Cross de Siodmak, chaos sentimental et braquage maudit, The Reckless Moment d'Ophuls, où la mère de famille ordinaire sombre pour protéger son foyer, Border Incident de Mann, brutal, presque documentaire, DOA de Rudolf Maté, un homme empoisonné, cherchant son meurtrier avant de mourir. Tous ces films ont un point commun. Ils montrent l'Amérique par en dessous, la version où les belles vitrines cachent des visages fatigués. Mais Too Late for Tears joue une partition différente. Là où les autres noirs de 1949 parlent de survie, de fatalité ou de passion destructrice, la tigresse parle d'envie, pas l'envie amoureuse, l'envie sociale, une forme de rage froide qui n'a besoin ni de romance ni d'excuses, une femme qui tue pour grimper l'échelle, pas pour suivre un homme, pas pour l'aimer, pas pour s'en libérer, juste pour grimper. C'est précisément ce qui le distingue des archétypes classiques popularisés par Assurance sur la mort où le facteur sonne toujours deux fois. Là où Barbara Stanwyck ou Lana Turner manipulent des hommes faibles par désir ou vengeance. Elizabeth Scott incarne ici quelque chose de plus moderne, presque pré-féministe, une prédatrice autonome qui n'a besoin de personne pour conduire sa barque ni pour la retourner. À ce titre, le film anticipe des personnages féminins beaucoup plus tardifs. Les femmes du néo-noir des années 80, Body Heat, Black Widow, les criminels glaciales du thriller psychologique des années 90, et même certaines héroïnes amorales du polar contemporain. En termes de ton, Too Late for Tears se rapproche aussi de certains films, noirs britanniques ou indépendants de la même période, peu de glamour, beaucoup de cruauté, des décors réels et un réalisme économique qui remplace l'exotisme hollywoodien. C'est un film tourné à l'os, comme les premières œuvres de Anthony Mann ou Les Petits Noirs tendus de Joseph H. Lewis. Son influence la plus visible se voit pourtant dans un détail, le remplacement du motif romantique par le moteur économique. L'argent n'est plus une conséquence, un mobile, un appât. Il est le personnage principal, il dicte les choix, les crimes, les alliances. C'est lui qui tue pas la passion. Une idée que le cinéma noir reprendra de The Killing, 1956, à The Grifters, 1990. Enfin, on ne peut pas ignorer la dimension fantôme de ce film, longtemps perdu, mal diffusé, montré en copie pourrie ou recadré. Il a fini par devenir une légende souterraine. Et cette invisibilité involontaire influence aussi son héritage. Too Late for Tears est devenu ce que les cinéphiles adorent, un secret bien gardé, un film que l'on déniche, que l'on transmet, que l'on restaure comme un trésor enfoui. En somme, il est à la fois un frère, un cousin et un ovni du film noir familier dans la forme unique dans le fond, et terriblement en avance sur son époque. Quand Too Late for Tears sort en 1949, il arrive dans les salles comme un chien errant sous la pluie, seul, trempé et condamné d'avance à être ignoré. Le film n'a pas de studio puissant derrière lui, pas de campagne marketing digne de ce nom, pas de grandes affiches à l'entrée des cinémas. Résultat, il sort, il passe, et il disparaît presque aussitôt. La presse le traite correctement, mais sans enthousiasme. Le New York Times parle d'une intrigue contrived, trop fabriquée, tout en reconnaissant que le film maintient une tension adulte honnête. Variety, de son côté, loue une idée de base nouvelle et intrigante, mais critique l'écriture trop chargée. Un accueil poli, sans chaleur, comme si tout le monde regardait Jane Palmer du coin de l'œil, sans trop vouloir s'en approcher. Au box-office, ce n'est pas simplement une déception, c'est une catastrophe. L'échec est tel que Hunt Stromberg, le producteur, ne s'en relèvera pas. Sa société ferme ses portes peu après. Le film noir indépendant, déjà une entreprise bancale, vient d'enregistrer un de ses enterrements les plus rapides. Et puis, comme si le sort s'acharnait, le film tombe dans le domaine public. À partir de là,
Il devient la malédiction de lui-même. On le diffuse en VHS bon marché, en copie bouleversée, recadrée, rabougrie, amputée. Les contrastes disparaissent, les ombres bavent, le son est nasillard, parfois presque inaudible. Par endroits, on croirait regarder un fantôme à travers un drap humide. La majorité des cinéphiles le découvrent sous un titre erroné, Killer Bait, et dans un état tel qu'il est impossible de mesurer sa vraie valeur. Pendant plusieurs décennies, Too Late for Tears survit comme une rumeur. Il paraît que c'est un bon film noir mais impossible de le voir correctement. Une œuvre prisonnière de l'enfer des copies publiques, puis changement de décor. Au milieu des années 2010, la Film Noir Foundation d'Eddie Muller se lance dans une enquête digne d'un roman hard-boiled, retrouver quelque part dans le monde un élément suffisamment propre pour restaurer le film. Ce qui pouvait passer pour une légende cinéphile devient une réalité. Un contre-type nitrate français portant le titre « La Tigresse » est retrouvé miraculeusement. Le reste de la restauration menée par UCLA tient de la chirurgie lourde. Nettoyage, image par image, stabilisation, reconstruction de séquences manquantes, recréation du générique original, harmonisation sonore à partir de plusieurs copies. Ce patient travail redonne au film sa densité, sa texture, sa noirceur, et révèle enfin dans toute sa puissance la photographie incroyable de William Mellor et l'intensité venimeuse de Elizabeth Scott. C'est à ce moment-là que l'héritage du film change de nature. Ce n'est plus une curiosité, ce n'est plus une série B oubliée. C'est un film noir majeur, considéré par Eddie Muller comme le meilleur film noir américain inconnu de l'ère classique. Les critiques modernes y voient une lecture précoce du matérialisme américain, une femme fatale d'une radicalité presque inédite, une violence psychologique d'une modernité surprenante, et un miroir sombre de l'Amérique d'après-guerre. La sortie en Blu-ray chez Flicker Alley Arrow Films puis en France achève de replacer le film sur sa carte d'identité véritable, un film noir fulgurant, restauré, réhabilité, vénéneux. Le genre de film qui ne vous quitte pas même une fois les lumières rallumées. Il y a des films qui vous laissent une trace comme un bleu sur la peau. On sait qu'on a reçu le coup, même si on n'a pas tout de suite compris d'où il venait. Too Late for Tears, c'est exactement ça. Une gifle froide, efficace, sans mouvement superflu. Un film noir qui ne cherche pas à vous charmer, ni à vous piéger par une esthétique trop belle pour être honnête. Non, ici, tout est coupant, tout est nerveux, tout est juste. Ce qui me frappe, à chaque vision, c'est la modernité du truc. Pas la modernité technique, ça on s'en fout, mais la modernité morale. Jane Palmer, c'est la face cachée du rêve américain, la partie du cerveau qu'on n'assume jamais, celle qui murmure. Et si je pouvais tout avoir maintenant d'un seul coup? Scott joue ça avec une précision d'orfèvre. Elle ne surjoue jamais. Elle ne quémande jamais votre sympathie. Elle n'explique rien. Elle avance. Et il faut reconnaître une chose, même quand elle franchit les pires limites, on ne peut s'empêcher d'être fasciné. Le film parle d'argent, évidemment, mais surtout de ce qu'il révèle, la lassitude, la honte sociale, l'envie, la frustration de vivre une vie en gris quand le monde promet de l'or. C'est un miroir cruel, et ce miroir en 1949 a dû déranger, trop déranger. Il a fallu attendre plus d'un demi-siècle pour que ce qui passait pour une série B un peu vicieuse se révèle comme l'un des portraits féminins les plus radicaux de l'époque, grâce à sa restauration, un véritable travail d'archéologie. Presque une enquête criminelle en elle-même, le film peut enfin être vu comme il l'a été pensé, tranchant sombre et terriblement lucide. À mon avis, Too Late for Tears est un film essentiel du noir tardif. Il prolonge l'âge d'or tout en annonçant déjà la vague plus cynique et psychologique qui suivra. On y voit poindre le néo-noir, la criminalité ordinaire, les monstres domestiques. Pas besoin de gangsters, pas besoin de détectives. Il suffit d'un couple d'une valise et d'un désir trop grand pour les murs qu'on habite. Ça, c'est la vraie grande leçon du film. Et maintenant, comme d'habitude, je te pose la question.
Et toi tu l'as vu. Tu en penses quoi? Viens me le dire. Dis-moi si Jane te fascine, te glace ou te révulse. Dis-moi si cette histoire de route, de valises et de moralité qui se fissure t'a embarqué autant que moi. Partage l'épisode, commente, fais tourner tes retours. C'est l'essence qui fait tourner le moteur de Bobard sur Bobbins. Et avant de refermer le dossier de ce soir, un petit détour vers l'agence littéraire. Parce que la prochaine fois, vendredi prochain, on ne parlera pas cinéma. On repassera du côté de Chroniques Noires, là où les rues sentent la misère gelée et où les âmes n'ont plus rien à vendre sauf un peu de chaleur humaine. On ira traîner du côté d'une ville étranglée par l'hiver, un quartier où la neige n'a rien d'innocent, où elle cache la boue, les mensonges et les gestes qu'on préfère oublier le matin. Une histoire écrite juste après la guerre, avec un héros qui n'en est pas un, et un gamin qui marche dans des traces beaucoup trop grandes pour lui. Un roman qui vous donne froid sans jamais parler de météo. Un roman qui vous colle au doigt comme une suie glaciale. Un roman qu'on n'oublie pas, mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Et crois-moi, tu ne voudras pas manquer ça.